Les neurosciences appliquées à la performance, c'est-à-dire que je me suis intéressé à tout, à la coordination dans sa globalité et je suis allé chercher en profondeur quel était vraiment l'intérêt de la coordination et qu'est-ce que c'était vraiment la coordination. Et, euh, et du coup, je suis allé très très loin dans mes recherches et je suis allé dans le développement de l'enfant, le développement du bébé, et tout ce qui peut venir pour permettre à un joueur de se développer. Ce petit exemple où un enfant, vous lui faites un test de souplesse de la chaîne postérieure, où il va se pencher vers l'avant, il va être très raide. Et quand il va jouer au tennis, il va savoir faire des grands écarts, savoir se déplacer ultra vite, etc., etc. C'est que justement, nous ne sommes pas faits pour être statiques, nous sommes faits pour être en mouvement. Et le fait de faire du tennis, pour lui, c'est quelque chose que le cerveau apprécie et lui permet justement de gagner son potentiel athlétique. Un enfant doit faire 72 mouvements entre 0 et 1 an. Si, par exemple, Jérémy a fait 72 mouvements et que moi, j'en ai fait que 51, on part déjà avec un retard. Je pars déjà avec un retard. Tu as des joueurs qui sont 0, -2 et qui ne savent pas faire un autre sport que le tennis. C'est plus les détruire, les empêcher d'aller à un potentiel athlétique supérieur qu'autre chose. Est-ce que tu peux donner un exemple dans ton quotidien, là, sur un exemple simple de ce que tu peux faire concrètement sur le terrain pour justifier ce que tu viens de nous évoquer, qui est super riche? En fait, la raideur actuellement qu'on a, être raide, c'est notre cerveau qui nous protège des amplitudes qu'on ne peut pas gérer. C'est du contrôle moteur. J'ai plusieurs questions parce que je trouve que c'est hyper intéressant et malheureusement, alors moi je suis un peu formé dessus, donc je connais aussi un peu la motricité et tout ce qui est lié. J'ai eu deux questions. Juste, alors moi, il faut savoir que je m'occupe principalement, alors soit de jeunes qui vont jouer en tennis Europe ou en ITF, soit je suis plutôt sur le circuit WTA et ATP. Bonne question. Déjà, c'est super parce que c'est de la variabilité à mort et le cerveau, il adore ça. Et il n'y a rien de mieux pour que l'athlète puisse découvrir en plus ses propres limites par lui-même et de se développer sa propre technique personnelle. Donc, il n'y a rien de mieux. Et nous, en préparation physique, moi, je suis préparateur physique et franchement, on n'a pas compris pourquoi les profs de PS sont les meilleurs entraîneurs. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont des principes et ils ont appris des choses dans leur cursus universitaire que les préparateurs physiques n'ont pas appris ou que les entraîneurs en DE n'ont pas appris. Ouais, mais après, là, justement, vous parlez de latéralité, latéralisation et compagnie, mais pour l'instant, il n'y a personne qui a parlé de l'œil directeur et de la main directrice. Est-ce que le joueur a une latéralité croisée ou est-ce qu'il a une latéralité plutôt droite? Est-ce qu'il est œil droit, main droite? Est-ce qu'il est œil droit, main gauche? Et là, ça va avoir une incidence aussi sur la technique, sur les rotations, se tourner plus ou moins d'amplitude en coup droit qu'en revers, au service ou pas, en fonction de la latéralisation. Pour l'instant, personne n'a parlé de l'œil directeur, ce qui me paraît très important quand même. Tu prends Serena Williams, il n'y a rien qui va. Enfin, si vraiment tu te focuses sur ce qu'elle est au niveau de son œil directeur et de sa main directrice, j'en avais parlé avec Patrick Mouratoglou dans une formation. Et il m'avait dit que clairement, elle jouait tout à l'inverse de ce qu'elle devrait faire. Elle est tout le temps en appui ouvert, alors qu'elle devrait être principalement les trois quarts du temps en appui en ligne pour avoir son œil directeur qui est sur la balle. Plein de choses comme ça. Et bizarrement, en fait, il se passe tout l'inverse. Tout le monde peut avoir du plaisir, tout le monde peut avoir 100% de plaisir, mais sur les 100%, il y en a peut-être 20 qui vont réussir et les 80 autres non. Enfin, c'est subjectif, hein, le plaisir, je pense, à un moment donné. Je pense que l'objectif quand même des séances d'entraînement, c'est d'atteindre le plaisir et se sentir bien, etc. Mais moi, je veux bien qu'un entraîneur il vienne me voir ou un préparateur physique, je vais les rencontrer, ils font des séances et ils me disent ouais, mais là, l'athlète, il est content, tu vois. Ouais, mais c'est trop
c'est trop caché je vais dire des incompétences parce que c'est pas le terme. J'ai pas envie de dénigrer quoi que ce soit, mais la notion de plaisir, je veux bien qu'il y ait de la notion de plaisir, mais s'il y a un travail cohérent qui est mis en place, etc. En neurosciences, ça a été démontré que la notion de les émotions te permettent d'apprendre ou pas. C'est-à-dire qu'une activité neutre, tu apprendras beaucoup moins. Une activité qui est très, très intéressante, très importante pour toi, si tu prends zéro plaisir à la faire, tu apprendras beaucoup moins qu'une personne qui fait la même activité avec beaucoup d'enthousiasme. La notion d'émotion est quand même très, très importante dans la capacité d'apprendre. Voilà, moi, ça peut être on peut faire le lien justement avec cette partie émotion. Les préparateurs mentaux, là. Les préparateurs mentaux, vous me voyez arriver là? Oui, clairement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça qui peut être enrichissant pour tout le monde là? Et après, chacun viendra agrémenter avec ses expériences personnelles. Est-ce que tu vois, est-ce que tu peux le quantifier, l'évolution et le progrès grâce au fit tennis, par exemple? Alors, pour le fit tennis, moi j'ai l'exemple très concret où donc j'ai commencé le fit tennis l'année dernière où je faisais une séance par mois. Et en fait, j'avais entre 10 et 15 personnes sur ces séances-là. Et beaucoup de parents en fait, qui ne jouaient pas au tennis. Et en fait, j'ai entre 50 et 60% de ces personnes-là qui ne jouaient pas au tennis qui se sont mis à jouer au tennis. Après, juste sur la prépa physique, là, moi, ce qu'on a mis en place, là, c'était pour voir avec vous l'organisation, comment vous l'organisez dans le club. Je sais j'avais fait une formation là, avec Dubosc, de la Fédé, et je trouvais intéressant la manière de l'organiser au sein du club, c'est-à-dire sortir du créneau, tu vois, 1 heure par semaine, et comment, en fait, tu l'organises côté infrastructure pour que vraiment ça devienne, tu vois, quotidien avec des routines, tout ça. Et nous, ce qu'on a mis en place, tu vois, c'est qu'on a 4 espaces prépa physique autour des terrains où les gens, en fait, viennent en autonomie comme un terrain, quoi. Ah oui, carrément. Vraiment pour le développer, tu vois. Comme si c'était une salle de sport ouverte, en fait. Ouais, voilà. Après, moi, c'est une salle de sport même où, ouais, voilà, tu viens. Nous, en fait, on les oblige à venir une demi-heure avant la séance. Ils doivent faire leur routine, tout ça. Quentin, tu voulais rebondir là. Ouais. C'était plutôt rebondir par rapport à la notion, enfin, au sujet qu'on a eu précédemment sur la notion de plaisir et la notion de, en gros. Depuis tout à l'heure. Non, mais sur au physique, il faut que par moment ça tape et qu'il se bute. Quand au physique on a l'intention de buter le joueur, c'est aussi tout comme les entraîneurs de tennis, souvent on entend souvent dépassement de soi. On est déjà après la défaite dans une version de dépassement de soi. C'est comment je vais gérer. On parlait des émotions tout à l'heure qui sont positives, qui vont générer de la confiance. Et puis et Marie disait tout à l'heure que les émotions négatives, la frustration, la colère, la peur, peut générer de l'action, mais elle peut générer aussi de l'inhibition. Et c'est là où la notion de dépassement de soi, elle peut aussi se révéler à ce moment-là. Et c'est à nous, effectivement, de leur donner des clés. Après, c'est un vaste sujet, mais ça rejoint ce que tu dis sur le physique, ce que vous disiez aussi sur le physique. Mais je ne détiens pas la vérité. Hein. Personne ne la détient. Ce que je connais, ce n'est que 1% de tout ce que je… Je connais pas des principes, je saisis des principes, c'est différent. Non, c'est pour ça que saisir et connaître, il y a quand même un sacré chemin. Dans leur proposer, regarde comment tu peux aménager ta cour de récréation, c'est-à-dire remettre des marelles, intégrer des ballons de foot. Et je pense qu'ils seront ouverts à ça. Le CS, ça paraît un peu en… Pardon. Vas-y. Tu rentres dans un domaine qui est quand même… C'est une pente très glissante. C'est clair. Mais parce que, tu vois, moi, j'y étais intervenu pour faire du tennis à l'école. Je ne sais même pas si c'est une pente. Et je pense qu'ils sont assez ouverts. Enfin, j'en connais des écoles assez fermes, mais il y en a quand même qui sont assez ouverts
à, tu vois, à des aménagements ou même. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, ça s'appelle Move, Eat and Catch. C'est des entraîneurs de baseball qui ont mis en place ces tests. Ça a commencé dans les années 70. Dans les années 70, il y a plus de 90% des enfants de 12 ans qui arrivaient à attraper une balle qui était lancée à 20 mètres. Ils ont fait le même test en 2016. Il y avait plus que 17% des enfants qui étaient capables d'attraper la balle. Ouais. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les enfants, comme je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais sortent beaucoup moins, font beaucoup moins d'exercices dehors, sont beaucoup moins débrouillards. Alors, ça va avec la société d'aujourd'hui. Tu dois partir du résultat que tu attends. Tu dois voir tout ce qui est possible de faire techniquement pour atteindre ce résultat. Et tu dois laisser ton joueur choisir entre toutes les possibilités que toi, tu as pu dégager pour avoir le résultat que tu veux. Tu dois toujours partir d'un… Le problème, c'est qu'on part d'une technique pour avoir un résultat. Oui. Mais c'est complètement faux. Tu dois partir d'un résultat que tu veux. Tu veux que ton joueur il serve à 210. Comment tu fais pour que ton joueur il serve à 210? Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu essayes tout. Tu laisses ton joueur choisir. Tu choisis avec lui. Tu l'accompagnes dans son choix. Et tu y vas. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance parfaite de la biomécanique et de la technique. Mais je pense que si on est tous là, qu'on est tous entraîneurs, on est tous capables de l'avoir, cette connaissance. Et on est capable de se former parce qu'on est dans la démarche actuelle qui est Mais bien sûr. Et le vrai problème, il est là, c'est que les enseignants, ils ne sont pas assez accompagnés dans les clubs et il n'y a pas assez de résultats à cause de ça. Tu vois, au Canada, ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Chaque joueur qui sort grâce à un enseignant, l'enseignant, il touche une prime de 30 000 $. Ah ouais. Je peux te dire que tu te bouges le cul pour en sortir des gamins. Au Canada, quoi. Ça, c'est clair. Sors les doigts. Franchement. Bah après, il faut se peler pendant 6 mois de l'année aussi. Bah, tu sais, j'habite en Savoie, donc Ouais, t'es pas loin. Je préfère être formé par un Quentin qui était là tout à l'heure que j'en ai appris plus sur la motricité que sur un an de DE, par exemple. Tu vois. Je pense que là, on est peut-être au début de quelque chose d'hyper intéressant qui ne se fait pas beaucoup. Donc, Anthony, merci beaucoup pour ça. Et sincèrement, si on arrive à se réunir plusieurs fois dans l'année, une fois par mois, quelque chose d'hebdomadaire comme ça, on discute, on se fait des points. Tu vois, par exemple, moi, je vais sûrement tester. Ah bah non, on ne peut pas. Mais avec mes joueurs et mes joueuses ce dont Quentin nous a parlé tout à l'heure. Tu vois, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer, quoi. Mais bien sûr, je pense qu'on est sur une bonne dynamique de faire ça. Et puis, quoi qu'il en soit, même si on ne fait pas bouger les choses à un plan national, même si mon objectif, c'est que ça fasse bouger les choses et que ça intègre le plus de monde possible. Mais au moins pour nous qui étaient là, on était une dizaine au maximum. J'ai eu des messages comme quoi il y en a qui n'arrivaient pas à se connecter, tout ça, je ne peux pas tout gérer, mais les prochaines fois, on fera mieux. Mais comme ça, au moins, on fait avancer les choses pour nous. On est 6 là. Ah, c'est sûr, c'est top. On avance, tu vois. Et ces 6 là, après, ils aideront peut-être 2 personnes, 3 personnes, et on continue. Boule de neige.